première session du comité de pilotage du programme de renforcement du système de protection de la population au Mali. Les détails d'un moment à l'autre avec Madia Wakebe. Jeudi 2 avril 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Le président du Conseil national de transition CNT, le général de corps d'armée, Léonard Malik Diao, a accordé ce jeudi une audience au réalisateur du film Yambo Wolegem intitulé La blessure. Lors du jour, à sa sortie d'audience, a exprimé ses sentiments de joie et son attachement aux valeurs ancestrales et africaines. Selon lui, il était important de venir rencontrer le président de l'organe législatif de la transition. Occasion pour lui de remettre une médaille de reconnaissance et de mérite au général de corps d'armée Malik Diao pour son combat et son attachement aux valeurs républicaines. Il est au micro de nos reporters Amadou Kamara et Seydou Niari. Le président du CNT, M. Malik Diao, a tenu avant tout à me remercier pour le film que j'ai fait, film documentaire de Yambo Wolegem. À travers ces mots, j'ai senti que c'était un moment important pour le Mali, pour l'histoire des Maliens, des politiciens, mais surtout pour les Maliens du quotidien. Parce que l'une des premières motivations pour moi, lorsque j'ai décidé de réaliser ce documentaire, je me suis rendu compte qu'un grand nombre de personnes ne connaissaient pas Yambo, que ce soit au Mali, en Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en Afrique, en Europe. Et même pour quelqu'un qui a reçu le prix Renaudot en 1968, à 28 ans, avec son premier livre, qui est le deuxième prix littéraire français, pour moi c'était une anomalie. Il a été effacé justement de l'histoire et je tenais à le remettre sur la table des plus grands écrivains, au même titre qu'Amadou Hampâté-Bâ, Amadou Kourouma. Et donc j'espère qu'avec mon film, la réhabilitation de Yambo est en cours, parce que je rappelle que c'est une petite pierre à l'édifice. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mon aîné, le journaliste, votre confrère Moussa Wane, qui est aujourd'hui retraité, a fait un excellent documentaire sur Yambo Wolegem en 2003. Yambo Wolegem, le Ogon du Yamé, que je vous invite à visionner avant mon documentaire pour comprendre. Et donc je tiens à le remercier. Et pour finir, je tiens à remercier bien sûr le président de la transition, le chef de l'État, Assimi Goïta, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, le président du CNT, Malik Diao, le ministre de la Culture qui est chargé de ce projet, et tous les ministres et les membres du CNT qui étaient présents. C'est une première fois, c'est inédit. Et sans oublier mon grand frère Chambel, qu'il ne faut pas oublier, car il y a des gens derrière les films en coulisses. On voit les films, mais on ne voit pas les coulisses. Cet homme malien, patriote, s'est battu pendant plus d'1 an pour que le film ait lieu. Donc, je tiens à le remercier et je pense que tous les Maliens devraient le remercier. Je suis un grand, comme vous l'avez vu dans le film, ma passion c'est les archives. Que ce soit les archives vidéo, les archives documents papier, les petits objets. Et j'ai trouvé en France un objet très rare, une médaille de la garde nationale malienne qui date de 1960, de l'indépendance. Et donc, au lieu de le garder chez moi, qu'il soit perdu dans un tiroir, j'ai pensé qu'il était utile à remettre aux autorités maliennes. C'est ça que j'ai remis au président du CNT, parce que j'estime que ça appartient au Mali. Comme annoncé dans le titre, la première session du comité de pilotage du programme de renforcement du système de protection de la population au Mali s'est tenue ce jeudi 2 avril 2026 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La rencontre était présidée par le directeur Pays Europe par intérim Younoussa Tiramagan Traoré en présence du directeur de Helvetas Mali ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers dont la coopération suisse. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement du programme et ses perspectives. Reportage Madia Wakebe et Abdoulaye Sogodougou. Présentation du programme Protect, bilan des activités et état financier de novembre 2023 à décembre 2025, ainsi que le plan opérationnel et les recommandations. Tels sont les principaux points examinés lors de cette première session du comité de pilotage. Financé par la coopération suisse et les Pays-Bas, le programme Protect est mis en œuvre par un consortium dirigé par Helvetas Mali. Il vise à renforcer le système de protection des populations vulnérables. Le directeur des pays de Helvetas Mali a salué la tenue de cette session, rappelant son importance pour la coordination et le suivi des actions. On vient de lancer le premier comité de pilotage du programme de renforcement de la protection au Mali. C'est un programme qu'on appelle Protect. C'est un programme qui est attendu depuis 1 année et demie. Nous nous réjouissons que les officiels du Mali
ait adossé ce programme et donné le feu vert pour sa mise en œuvre. Tout à l'heure, nous allons présenter le bilan de démarrage de ce programme Protect et que nous allons soumettre aux autorités maliennes. Nous avons beaucoup de représentants de l'État, notamment au niveau des ministères qui sont impliqués. Vous savez qu'il y a un volet dans ce programme Protect qui concerne le plaidoyer pour l'évolution des textes liés à la protection. Nous avons aussi dans ce programme une facilité qu'on appelle l'appui budgétaire sectoriel. Il s'agit de faire face à des situations de crise. C'est un programme qui prend en charge une réponse rapide à ces situations de crise. Nous sommes un programme qu'on appelle Nexus. Partout où il y a des besoins de Maliens vulnérables qui ont besoin d'être protégés, le programme vient au secours. Et quand nous parlons de victimes, il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont dans des situations difficiles. Même satisfaction du côté de la coopération suisse qui réaffirme son engagement à accompagner le Mali dans la mise en œuvre du programme. La coopération suisse salue vraiment la mise en place officielle du comité de pilotage du programme Protect tel que défini dans la décision du 21 novembre 2025. Cette instance constitue un jalon essentiel pour garantir un pilotage politique solide et une coordination efficace entre l'État, les collectivités et les partenaires techniques. Depuis 2017, la Suisse accompagne le Mali dans la protection des populations les plus vulnérables. Protect représente aujourd'hui une transition majeure. Développer une approche avec un dispositif permettant de répondre aux urgences, mais dans le cadre d'un programme structurel, durable. Ce programme repose sur une vision claire, consolider les capacités nationales, déconcentrées et décentralisées, pour offrir des services de protection efficaces et accessibles. Le programme articule de manière innovante les dimensions humanitaires, de développement et de paix. Et donc, votre rôle, à toutes et à tous ici, il est central. La Suisse, et je me permets d'associer les Pays-Bas également, réaffirme leur engagement pour soutenir une gouvernance solide et transparence du programme. Les représentants des régions bénéficiaires ont également pris part aux travaux. Pour le maire de la commune urbaine de Mopti, Protect constitue un levier important pour améliorer la protection des populations locales. La commune urbaine de Mopti a pu porter ces projets-là pour se déplacer, qui sont à peu près à 70% déplacés internes dans la commune de Mopti. Protect a permis à Mopti de renforcer davantage cette résilience-là de ces populations, mais aussi surtout se déplacer en les organisant, en créant des zones d'intérêt et aussi préparer aussi leur retour dans leur localité d'origine. Ça a permis à la commune de Mopti de préparer les retours de 30 déplacés internes dans leur lieu d'origine. Protect a permis aussi à Mopti de chercher un cadre, une fois de plus, des centres d'écoute et d'orientation pour le VBG, mais aussi des amis des enfants qui vont permettre à ces enfants de s'épanouir. Il est important aujourd'hui que Protect puisse être un exemple et à renforcer, à pérenniser. Au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le président de Sciences a souligné l'importance stratégique du programme et les perspectives en matière de protection des populations. Votre présence massive témoigne de l'importance capitale que le gouvernement du Mali, la Suisse et les Pays-Bas accordent à la protection des populations les plus vulnérables au Mali. Notre mission est claire, bâtir un environnement protecteur permettant à chaque Malienne et à chaque Malien de vivre dignement à l'abri de la violence. En vue de réaliser une transformation de notre cadre législatif, notamment en matière de protection d'enfants, d'assistance aux déplacés internes, d'accès à l'état civil ou de lutte contre les violences basées sur le genre, notre réponse doit être coordonnée. La pertinence de vos contributions sera déterminante pour offrir à ce programme une nouvelle impulsion. Le programme Protect est déployé dans plusieurs régions du Mali, notamment Sikasso, Mopti, Tombouctou, Bougouni, Koutiala, Bandiangara, Douenza et Taoudeni. Cérémonie de lancement de la marque Japa Solar, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. L'événement s'est tenu ce matin à l'hôtel Onomo en présence des représentants de l'entreprise, des partenaires et des invités. Khadija Traoré et Draman Mali. Japa Solar souhaite se positionner comme un acteur clé dans le secteur de l'énergie renouvelable au Mali, en proposant des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins énergétiques des ménages et des entreprises. Cet événement, c'est l'occasion de faire découvrir Growatt et aussi les produits de Japa Solar. En effet,
Diapa Solar est producteur de panneaux solaires et en s'associant à Growatt, on a comme objectif de nous faire découvrir par tout le Mali comme étant un acteur majeur du secteur solaire. L'entreprise s'engage à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à lutter contre le changement climatique. Depuis quelques années, le Mali fait face à une crise énergétique sans précédent. Et le délestage n'a toujours pas eu de solution à nos jours, mais c'est sur l'usage des énergies fossiles qu'on utilise pour les centrales thermiques actuellement, et avec les nouveaux problèmes liés au problème de carburant, on a décidé de prendre et de nous mettre vers la transition énergétique en produisant des panneaux solaires ici au Mali afin de faciliter l'acquisition, l'installation des systèmes solaires pour les résidentiels mais également pour les industries. La cérémonie de lancement a été l'occasion pour les responsables de Diapa Solar de présenter leur vision. Bon, nous on a les panneaux photovoltaïques de 500 watts, de 260 jusqu'à 450 kW. On a aussi des batteries de 16 kWh, ondulaires, triphase, monophase aussi. Growatt a également mis en avant son engagement à fournir des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins énergétiques des ménages et des entreprises au Mali. À partir de cette année au futur, on aura encore plus grande collaboration. On va organiser ensemble un centre de service pour tous les clients utilisateurs de marque Growatt. Et on va travailler ensemble et on va former leur équipe technique et on va aussi servir le plus meilleur pour les clients locaux. Ce lancement de la marque Diapa Solar marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'énergie solaire au Mali. Actualité sur un tout autre plan. Le siège de l'ADN Mali, situé à Bangouni-Djanginebougou, en commune 1 du district de Bamako, a accueilli les travaux de la 3e journée du séminaire de formation de la cellule féminine du collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire. Camis Mali, consacré à la transformation du beurre de karité. C'était ce mercredi 1er avril en présence des militantes de l'association des Ansar. Le point avec Fatmata Yayakane et Samba Traoré. C'est par une lecture coranique que les travaux de cette journée ont débuté. S'inscrivant dans le programme d'activité annuel du Camis Mali, ce renforcement des capacités vise à mettre en valeur nos produits locaux tout en contribuant au développement durable du pays. Et d'ailleurs, c'est organisé par les membres du Camis Mali. Cette formation s'est organisée pour renforcer le lien entre nous et la cohérence sociale. Et parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas mariés. Quand on va aller se nous marier, c'est pour faire des transformations. Genre, on va aller préparer quoi. Hier, les transformations qu'on vient de faire ici, et on a préparé du acheke et du ka. Aujourd'hui même, on a fait la transformation du beurre de karité en huile cosmétique. Tout ça, ça va nous arranger quoi. Quand on va se marier, bon, c'est pour une importance. Et nos mamans, ils savent comment est le mariage quoi. C'est avant qu'on ne parte, elles veulent nous guider, c'est pour ça. Parce que si on continue comme ça, nous-mêmes, on peut fabriquer nos produits pour nous-mêmes. Et ce qu'on vient de faire là, on peut les transformer pour vendre et ça développe le pays, quoi. C'est-à-dire. L'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes et de lutter contre la dépigmentation. Les participants affichent leur joie et saluent les organisateurs. Bien, ce matin, je suis très ravie parce que on a fait ensemble la préparation du beurre de karité. C'était très très émouvant. On a vu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses, comment faire la préparation et puis le mode d'utilisation sur des pots. J'ai aussi vu comment utiliser des différentes sortes de fruits avec la beurre de karité. Oui, ça contribuera à l'économie et ça aide à mes projets à l'avenir moi-même, de faire moi-même ma propre entreprise avec la beurre de karité. Je remercie beaucoup les bons dieux et puis le chef shérif Ousmane Madani Aïdra.
C'est grâce à lui que on s'est réunis aujourd'hui. Et aussi, je remercie les femmes du CAMIS. Selon les collectifs, ce séminaire de formation contribuera non seulement à l'insertion des femmes dans l'entrepreneuriat pour améliorer leur quotidien, mais renforcera également les liens d'affinité. Il y a beaucoup d'importance là-dedans parce qu'on peut faire des formations et on peut faire des connaissances à travers. Et il faut beaucoup apprendre. Et ça me donne la joie vraiment. Je remercie tous les organisateurs. Vraiment, ils font leur travail et ils sont vraiment courageux. Et c'est vraiment, j'admire vraiment leur façon de faire leur travail. Ces séminaires réunissant les femmes du CAMIS et d'autres femmes Ansar au sein des 2 sections de Bamako et celle de Kalabankuru et des représentantes de l'association Ankabe Mayala est engagée à soutenir les idéaux du guide spirituel des Ansar à Seyid Sherif Ousmane Madani Aïdara dans la défense d'un islam de paix et le bien-être de son prochain. L'assistance a également eu droit à une démonstration de fabrication de mayonnaise agrémentée de séries de questions sur les bienfaits du beurre de karité. Actualité internationale à présent avec Moussa Fomba. Extrêmement maltraité par sa femme, selon Donald Trump, Emmanuel Macron fustige des propos inélégants. C'est l'illustration de la relation de plus en plus tendue entre Paris et Washington. Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris, ce mercredi 1er avril, au couple Macron lors d'un déjeuner privé. Une pique envoyée après une série de remontances contre les dirigeants de pays de l'OTAN, à qui il reproche de ne pas prendre part à la guerre contre l'Iran. Donald Trump faisait vraisemblablement référence à une vidéo virale de mai montrant Brigitte Macron porter les 2 mains au visage du président français dans ce qui pouvait ressembler à un petit coup. Le couple présidentiel sortait alors d'un avion après avoir atterri au Vietnam pour une visite de 5 jours en Asie du Sud-Est. L'Élysée avait à l'époque démenti toute dispute de couple. Interpellé par la presse ce jeudi 2 avril depuis Séoul en Corée du Sud, où il effectue une visite d'État, Emmanuel Macron a balayé ses propos d'un revers de la main, les jugeant ni élégants ni à la hauteur. Donald Trump affirme avoir demandé au chef de l'État français un soutien militaire dans le Golfe. J'ai dit Emmanuel, on aimerait bien avoir un peu d'aide dans le Golfe, même si on bat tous les records en matière d'élimination des méchants et de destruction de missiles balistiques. Puis, imitant son homologue avec un accent français, non, 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 on ne peut pas faire ça, Donald. On pourra le faire une fois la guerre gagnée. Emmanuel Macron est dans le collimateur de Donald Trump qui lui reproche notamment de ne pas avoir autorisé le survol du territoire français dans le cadre de la guerre contre l'Iran déclenchée le 28 février. L'Iran est prêt à conclure des accords avec les pays européens, asiatiques et arabes sur l'utilisation du détroit d'Ormuz, a déclaré Elias Azrati, chef du Conseil gouvernemental d'information. L'Iran contrôle pleinement le détroit d'Ormuz, tandis que le président américain Donald Trump tient des propos ineptes à son sujet. Aujourd'hui, nous avons décidé d'annoncer la possibilité d'un accord concernant le détroit d'Ormuz. Nous inviterons les pays européens, asiatiques et arabes qui souhaitent l'utiliser à conclure un tel accord avec nous, a-t-il déclaré sur les zones de la télévision d'État iranienne. Plus tôt, le président américain a déclaré que les États-Unis ne dépendent pas du transport maritime via le détroit d'Ormuz. Le rétablissement de la navigation par ce détroit devrait être géré par les pays qui l'utilisent pour transporter du pétrole, selon lui. Les États-Unis n'importent pratiquement pas de pétrole par le détroit d'Ormuz et n'en importeront pas à l'avenir. Nous n'en avons pas besoin, a déclaré le président américain lors d'une allocution télévisée à la nation. Et les pays du monde qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz doivent préserver ce passage, a-t-il ajouté. Ils doivent le chérir, ils doivent s'en emparer et le chérir. Ils peuvent le faire facilement. Nous leur apportons notre aide, mais c'est à eux de prendre l'initiative de protéger le pétrole dont ils dépendent si désespérément, a souligné le dirigeant américain. Les attaques du président américain Donald Trump contre les alliés de l'OTAN, notamment concernant leur refus de participer à une opération militaire contre l'Iran, n'ont jusqu'à présent fait que renforcer la solidarité entre les alliés et l'alliance est désormais en train de se désagréger, a rapporté Politico citant des sources en privé lors de dîners intimes et en marge de réunions à Bruxelles et ailleurs. Les responsables européens discutent de la manière de gérer les menaces du président américain de quitter l'OTAN
et de ce qu'il ferait s'il mettait sa menace à exécution, a indiqué le journal. Il partage désormais l'avis pessimiste selon lequel les attaques de plus en plus virulentes de Trump contre la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et d'autres pays confirment une rupture fondamentale de l'alliance transatlantique. L'OTAN est paralysée. Les réunions sont même impossibles, a déclaré un diplomate européen à Politico sous couvert d'anonymat. Selon un responsable de l'Union européenne, il est clair que l'OTAN est déjà en train de se désintégrer et l'Europe doit renforcer d'urgence ses capacités de défense. Nous ne pouvons pas attendre qu'elle soit complètement morte, a ajouté cette source. Cette évaluation sans détour, basée sur des entretiens menés par Politico auprès de 24 ministres, met en lumière un changement radical de l'ordre mondial d'après-guerre, impulsé en grande partie par l'actuel président américain, indique le rapport. Au même moment, en Iran, dans une allocution en ligne diffusée jeudi depuis l'un des centres de commandement et de contrôle de l'armée, le général de division Hatami s'est adressé au commandant des forces terrestres, de défense aérienne et navale de l'armée iranienne à travers le pays. Il a déclaré que l'armée iranienne était pleinement préparée, tant sur le plan offensif que défensif, à faire face à toute action hostile de ses adversaires. Hatami a ordonné au commandant de surveiller avec la plus grande vigilance les mouvements et les actions de l'ennemi, de les analyser instant après instant et de mettre en œuvre des contre-mesures contre les assauts ennemis au moment opportun. Le commandant a souligné qu'en cas d'offensive terrestre de l'ennemi, pas un seul individu ne devrait survivre, reflétant une position de non-quarantaine envers les agresseurs. Le chef d'état-major de l'armée a souligné l'objectif stratégique de l'Iran, affirmant qu'il fallait dissiper la menace de guerre et garantir la sécurité de tous les citoyens. Il a insisté sur le fait qu'aucune zone ne devait rester en danger tant que les Iraniens vivent dans l'insécurité et a juré que les adversaires ne seraient pas autorisés à atteindre leurs objectifs. L'administration américaine dispose d'au moins 4 options concernant l'Iran, mais aucune ne sera favorable aux États-Unis, rapporte The Atlantic. Le magazine a souligné que les risques sont liés notamment au fait que l'Iran semble considérer sa position comme relativement forte, compte tenu de son contrôle de facto sur le détroit d'Ormuz et par conséquent sur le prix mondial du pétrole. Téhéran pourrait ne pas juger qu'il soit dans son intérêt de mettre fin à la guerre dans les délais fixés par les États-Unis, ont fait remarquer les analystes du magazine. Selon The Atlantic, le premier scénario envisage une opération terrestre limitée menée par l'armée américaine pour s'emparer de l'île iranienne de Karg, qui abrite des infrastructures d'exportation de pétrole essentielles ou d'autres archipels. Les États-Unis pourraient également déployer des forces spéciales pour saisir et éliminer l'uranium enrichi. L'article souligne que Washington pourrait utiliser la restitution de l'île de Karg à l'Iran comme monnaie d'échange lors de futures négociations avec Téhéran. Cependant, une opération amphibie entraînerait une flambée des prix du pétrole dans un contexte de risque d'escalade. Le magazine estimait qu'un second scénario possible serait une déclaration unilatérale de victoire de Washington dans le conflit et le retrait de ses troupes. Néanmoins, les analystes soulignent que le risque d'une reprise du conflit dans un avenir proche persisterait dans ce sens. De plus, dans ce contexte, l'Arabie Saoudite et d'autres alliés des États-Unis dans la région pourraient chercher à se doter de leurs propres arsenaux nucléaires afin de garantir leur sécurité. Un troisième scénario envisageable serait la reprise des négociations entre Washington et Téhéran. Toutefois, selon les analystes du magazine, les chances de succès sont faibles. Même en cas d'accord, l'Iran tirera les leçons de cette guerre et consacrera les profits issus de la levée des sanctions à la reconstruction de ses capacités militaires. Cela pourrait inciter Israël à déclencher un conflit similaire, nécessitant une nouvelle intervention américaine. Selon The Atlantic, la poursuite des opérations militaires par Washington sans invasion terrestre serait l'ultime option. Cependant, le magazine s'interroge sur la viabilité de cette alternative, car les États-Unis épuisent rapidement leur arsenal militaire et les Américains sont de plus en plus mécontents de la hausse de l'inflation et du prix des carburants. Ainsi s'achève là ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne prière du vendredi.